Bonsoir la team OM, comment allez-vous? On se retrouve ce soir donc pour un talk un peu spécial, même je dirais très particulier dans les conditions actuelles. Écoutez, normalement on aurait dû profiter d'un bon match de l'Olympique de Marseille, ça sera pas le cas, je sais que vous êtes déçus, nous aussi, croyez-nous. Donc du coup on va essayer de faire au mieux pour vous faire quand même passer une bonne soirée et de parler de l'Olympique de Marseille ensemble. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions dans le chat, vous posez, on essaiera de les prendre et d'en discuter ensemble. En tout cas pour cette petite soirée, parce qu'on va passer une bonne heure ensemble. Avec moi, j'ai Alan, Samuel et Tom. Et surtout, je tenais à faire un gros bienvenue à Alan, qui est tout nouveau dans l'équipe. Donc voilà, bienvenue Alan. Alors bonjour à tous. Salut Alan. Je vous remercie de votre accueil dans l'équipe de Peuple Olympien et j'espère plaire à tous et donner mon maximum pour Peuple Olympien. On n'en doute pas. Donc ce soir au menu, vous le savez pour ceux qui sont sur Twitter, on va faire un petit bilan de la préparation. On va essayer de voir ensemble à quoi on peut s'attendre en ce début de saison avec le Covid, les matchs repoussés, tout ça. On va essayer d'en discuter, sachant qu'on va attaquer du lourd d'emblée avec le Paris Saint-Germain en deuxième journée, si je dis pas de bêtises maintenant. Troisième journée, oui, mais on a perdu la première. Oui, d'accord. Ouais, oui, donc d'accord, je suis bien en deuxième journée. Ouais. La N2 qui ouvre le bal demain, donc j'espère que vous allez suivre ça, parce que finalement on a que ça à se mettre sous la dent, donc on va le faire avec grand plaisir. On fera avec Tom un petit coup de gueule sur la vente OM vers la fin d'émission, on vous expliquera pourquoi et comment. Et surtout, le tirage au sort du concours qui a duré donc quasiment tout ce mois d'août. Et donc du coup, on vous dira qui a gagné ce fameux maillot. Voilà. Donc je vais déjà commencer à laisser la parole à Tom sur la préparation, savoir ce qu'il en a pensé. Je voudrais qu'il me dise donc si ça lui a plu, s'il a trouvé les matchs intéressants ou pas, s'il a des tops, des flops, enfin voilà son sentiment global sur donc ce bilan de préparation, sachant qu'on a eu beaucoup de matchs d'annulés, enfin 2 ou 3 je crois si je dis pas de bêtises. Non, on en a eu 2 au total. Deux au total, plus Saint-Etienne. Mais c'est beaucoup dans une préparation, on se rend pas compte, c'est énorme. Et est-ce qu'on va pas le payer cher? Enfin voilà, Tom va pouvoir nous en dire un peu plus là-dessus. Je laisserai la parole après à quelqu'un d'autre. Bon, déjà bonjour à tous. Je suis ravi d'être là pour ce troisième podcast pour Peuple Olympien. Bon, j'aurais préféré être là dans d'autres conditions après le match de l'OM. Mais malheureusement, il a été reporté. Alors, pour cette préparation, alors déjà, il y a eu 3 matchs reportés, 3 matchs annulés. Vu que le premier, on avait fait un premier stage au Portugal, on aurait dû jouer contre un petit club portugais, je crois, de 2e division. Donc, moi, franchement, je suis pas très confiant, mais c'est pas contre l'OM, parce que l'OM, on a fait une préparation. Voilà, après, c'est dur de faire des jugements, parce que on a soit affronté des équipes trop fortes pour nous, soit des équipes trop faibles, et que Nîmes, qui était à peu près au même niveau que nous. Ouais. Mais c'est dur d'apporter un jugement sur notre préparation, parce que il y a eu 3 matchs annulés, et franchement, je suis loin d'être confiant. Je pense que notre début de saison va être au mieux catastrophique. Mais après, j'espère me tromper. Au mieux catastrophique, je te trouve un peu sévère. Après, c'est vrai que c'est un début de saison très très tronqué. On ne sait pas trop dans quelle forme ils sont. On n'a pas été très rassuré même par le niveau des matchs pendant la préparation. On a vu contre les petites équipes. Bon, évidemment, on a déroulé. C'était des équipes de 4e division slovaque. Mais quand on a commencé à jouer contre des équipes qui manient un peu plus le ballon, on a vu le FC DAC, eux qui étaient vraiment en Slovaquie pour le coup et qui étaient en division 1 slovaque, qui eux étaient prêts physiquement et beaucoup plus que l'OM, et ils nous ont mis beaucoup en difficulté. Donc voilà, moi je suis inquiet surtout sur ça. Surtout que je vois qu'il y a pas mal de cas de coronavirus. Si on doit commencer les matchs sans ces joueurs-là, ça va être très 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 compliqué. Et comme tu l'as dit, déjà contre Brest, ce serait compliqué. Mais si en plus on doit jouer contre Paris sans ces joueurs-là, ce sera une horreur sans nom, je pense. Je vois ce que tu veux dire, Sam, et c'est vrai qu'on n'a pas eu des matchs de prépa de grande qualité, mais en même temps c'est fait pour ça, surtout après une coupure comme on l'a vécu avec le Covid. On est quand même, fallait remettre un peu les organismes sur le tas. Donc je pense que ça a été pas trop mal fait à ce niveau-là. On n'a pas eu beaucoup de blessures. Enfin même d'ailleurs, je crois qu'on en a pas eu de mémoire, ou peut-être une. C'était Benedetto, on a eu Benedetto qui sort, mais c'est une blessure. Il y avait Roca.
Il y avait Rokia Mais aussi qui a été blessé Rokia, toute la c'est vrai. préparation et qui a tronqué sa prépa et c'est bien dommage pour lui. Mais c'est pas une blessure liée à la préparation, quoi. C'est ça que je veux Oui, dire. Je oui. pense que là-dessus, nos équipes, le staff a très bien géré à l'Olympique de Marseille et c'est une bonne chose. Moi, par contre, j'aimerais revenir sur deux petites choses. Enfin, une première surtout, et après on parlera des joueurs un peu plus individuels. Mais à partir du match contre le Bayern, on partait donc notamment sur l'idée que André Villas-Boas faisait des tests au niveau du bloc bas, et on l'a vu contre le Bayern de Munich. Quelques jours plus tard, il le confirme en interview en disant oui, on travaille ça, c'est pour la Ligue des Champions, etc. Est-ce que pour vous, donc Alan, est-ce que tu trouves que dans la préparation, c'est le bon moment de tester ce genre de choses? Bien sûr, moi je trouve que personnellement c'est le meilleur moment même pour tester ce genre de composition parce que tout simplement on est là pour ça, c'est une préparation. Les joueurs sont pas tout à fait encore prêts physiquement et techniquement, donc ils ont besoin de ça justement pour s'habituer à ce système de jeu sur le terrain. Et donc le fait de parler entre eux, de s'habituer à ça, ça va leur permettre ensuite d'appliquer plus facilement ce système. Donc c'est pour ça que je pense que oui, c'était le meilleur moment, je pense, pour tester ce bloc bas. Après, est-ce que ça va porter ses fruits ou pas? Ça, je peux pas le dire pour le moment. Bon, après, je suis d'accord avec toi que c'est important de le tester, mais je trouve aussi que c'est important de tester des systèmes plus offensifs ou au moins d'avoir des attaques directes avec des jeux en triangle, comme on avait vu l'année dernière aux États-Unis. Là, on avait très très bien joué dans des systèmes plus offensifs. Moi, je suis un peu déçu du jeu qu'on va proposer cette saison, parce que je pense que ça va être le jeu qu'on va encore proposer cette année. On l'a vu l'année dernière, en vrai de vrai, Villas-Boas, ce qu'il fait à Marseille, c'est une tactique basée sur la solidité défensive. On va pas se mentir, on joue beaucoup sur enfin, grâce à Tchaleta Sarri, Alvaro et Mandanda qui tiennent les scores. Et après, c'est au petit bonheur la chance devant. J'exagère un petit peu, mais c'est ce qui a fait notre solidité l'année dernière, et je pense pas qu'il changera ça cette année, hein. Non, je pense pas non plus, effectivement. Mais moi, j'attends quand même un peu plus de mouvement vers l'avant maintenant qu'on a Thauvin. C'est Donc vrai. j'attends un peu ça. Et ça, on voit qu'il amène quand même un dynamisme qui n'était pas le cas la saison dernière sur le côté droit, ça c'est sûr. Mais voilà, je trouve que c'est intéressant en tout cas qu'ils comprennent qu'en Ligue des Champions, ben, on n'aura pas forcément de dessus. Et c'est bien justement de savoir jouer et de savoir subir, donc Totalement. souffrir, comme diraient certaines équipes. Parce que ça, faut savoir le faire. Il y a des équipes qui ne savent pas subir et qui ne savent pas souffrir. Donc ça, c'est bien. Par contre, derrière, il faut quand même penser à les marquer, quoi, parce que c'est quand même le but. C'est ça. Donc voilà, comme tu l'as dit, de se projeter rapidement, d'attaquer. Moi, ça me dérange pas qu'on joue bas, à condition que quand on attaque vraiment, quoi. C'est ça. Il n'y a aucun problème là-dessus. J'aimerais vous parler d'un joueur et vous me direz ce que vous en avez pensé. Et vous pouvez me donner d'ailleurs par la même occasion vos tops et vos flops par rapport à la préparation, même si on sait que, comme le dit Valentine sur le chat, ça ne reflète pas forcément la saison qui est à venir, certes, mais ça peut quand même donner un certain tempo, on va dire, du joueur, comment il est à l'heure actuelle. Moi, celui qui m'a le plus marqué, que j'ai trouvé vraiment en dessous de son niveau que j'ai connu l'année dernière, c'est Rongier. Je trouve qu'il est en manque de jus et je pense que le Covid lui a fait extrêmement mal. Est-ce que vous êtes inquiet pour Rongier ou au contraire, vous vous dites, allez, c'est bon, il va revenir avec du rythme. Mais le problème, c'est qu'il y a eu 2 matchs de préparation qui ont été annulés sur la fin là, et du coup il va le payer cher à mon avis. Donc Tom, qu'est-ce que t'en penses? Alors sur le cas Rongier, on va dire, c'est surtout son match contre le Bayern qui m'a un peu choqué parce qu'on va dire, les autres matchs, bon, c'était des clubs très inférieurs, etc. Mais contre le Bayern, on voyait vraiment que il y avait encore un plafond de verre pour Valentin Rongier contre ce style d'équipe. On voit qu'il n'a pas encore l'habitude d'affronter de grosses équipes, d'avoir des matchs de haut niveau. Et franchement, c'était, même si l'OM, dans la globalité, on n'était pas bon avec le ballon contre le Bayern, mais lui, il était vraiment en dessous de tout. C'est surtout ce match qui m'a beaucoup fait douter et je pense qu'il va falloir qu'il ait un temps d'acclimatation aux grands rendez-vous européens. Ouais, après, moi, je vous trouve un peu sévère avec Rongier, parce que bon, être en dessous contre le Bayern, avoir une pression quand tu affrontes une grande équipe comme ça, avec un milieu de terrain aussi solide, pour moi, il n'y a rien de choquant. Moi, je l'ai vu marquer dans cette préparation, son premier but sous les couleurs de Marseillaise. C'était un joueur, il a beaucoup de problèmes dans le dernier geste. On l'a vu l'année dernière, il a raté beaucoup devant le but, il a raté un penalty. Enfin voilà, il avait ce truc-là et il a quand même changé un beau but en plus qu'il nous a inscrit. Moi, je trouve pas que sa préparation a été catastrophique. Bon, évidemment, comme tu l'as dit, contre le Bayern Munich, c'est compliqué. Il n'a pas gratté tous les ballons, etc. dans tous les matchs. Mais c'est aussi pour ça que la préparation, elle est faite. Moi, il y a un joueur qui m'a un peu plus déçu. On va peut-être en parler après. Je sais pas si je dois le dire tout de suite, mais
Mais je pense qu'il y a pire que Rongier et Rongier sera prêt pour la Ligue 1, selon moi. Tu me fais une transition parfaite, Samuel, par rapport à vos tops et vos flops. On va faire un truc, vous allez me dire le 1 ou 2 joueurs qui vous a plu pendant cette préparation et peut-être 1 ou 2 joueurs qui ne vous a pas plu, le pourquoi du comment. On va commencer par Alan, si t'es chaud. Vas-y Alan, dis-nous tout. Donc personnellement, les 2 joueurs que j'ai trouvés plutôt bons dans ces préparations, pas vraiment, enfin, on va dire exceptionnels, parce que cette préparation n'a pas été exceptionnelle dans tous les cas. Ça a été tout d'abord Fab Gay, la nouvelle recrue, qui je trouve c'est bien intégré au groupe, même si il est encore un peu sur la retenue, qu'il hésite encore un peu, mais on voit qu'il est sur la bonne voie, commence un peu à s'adapter au système de Villas-Boas et à ses coéquipiers, et je trouve que ça fait plaisir à voir quand même. Et puis après, j'aurais dit en deuxième top, j'aurais dit Ake, parce que bizarrement, Ake, sur les rentrées qu'il a fait, eh ben, il était plutôt efficace. Et sur le match où il marque un doublé, je sais plus contre qui, je trouve que vraiment il avait une bonne présence en attaque, même si physiquement encore, il a encore besoin de travail, tout ça, parce qu'il n'est pas très imposant quand même pour son physique. Mais je trouve qu'il est sur la bonne voie quand même. Quand on voit l'action qu'il a fait contre le Bayern, je trouve que c'est très encourageant pour son âge. Et t'as un flop dans cette préparation? Et en flop, je dirais encore, on va dire comme d'habitude, hein, mais je dirais personnellement Germain, parce que il n'est pas adapté à son poste, il n'est pas adapté au système de jeu, ce qui fait que forcément ses performances ne sont pas ne sont exceptionnelles, quoi. Comme d'habitude, il essaye tant bien que mal de donner physiquement, mais après techniquement, il n'est pas plus utile que s'il aurait joué en 4-4-2 par exemple avec Benedetto en soutien, Ouais, c'est sûr. par exemple. Vas-y Sam. Ok, bah moi, dans mes tops, du coup, le premier, bon, c'est pas très surprenant, c'est Morgan Sanson. J'ai trouvé extraordinaire. Franchement, même l'année dernière, je l'avais pas trouvé à ce niveau-là. Je l'ai trouvé vraiment très, très, très fort. Pour le coup, vous disiez que Rongier, ça lui avait pas, il avait subi le confinement. Je trouve que Morgan Sanson, c'est tout le contraire. L'année dernière, il était arrivé depuis de la préparation, un peu émoussé, je trouve. Il n'était pas encore prêt dès le début de saison. Là, il était déjà prêt en match de préparation, techniquement et physiquement. Et franchement, il n'y a rien à redire sur lui. Mon deuxième top, c'est un peu plus surprenant, surtout que j'avais pas mal tapé sur lui juste avant la préparation. C'est Kevin Strootman. Donc je le mets pas dans les tops en mode parce que j'ai trouvé impressionnant pendant les matchs, mais je trouve que le replacement de Villas-Boas un peu plus haut du terrain, sur le terrain, ça lui a beaucoup servi à Strootman et je le trouve beaucoup plus intéressant. Il a moins besoin de récupérer les ballons, il a moins besoin peut-être de faire de gros efforts et techniquement, je trouve qu'il s'est bien épanoui à ce poste-là. Donc je trouve ça très intéressant. Et ouais, bon, au-delà des Germain et autres Kawi dans les flops, parce que bon, c'est des joueurs sur qui on a l'habitude peut-être un peu trop de taper et c'est pas le moment. Je pense que celui qui est plus inquiétant, qui m'a plus inquiété, c'était Alvaro González. J'ai trouvé en dessous de ses qualités qu'il nous a montré l'année dernière, beaucoup moins imposant, beaucoup moins prêt, voilà, sur les défenses, etc. Dans ses interventions défensives, j'ai trouvé moins performant. Tu veux réagir Alan? Oui, je suis d'accord avec toi sur Alvaro, sur le fait que franchement, par rapport à la saison dernière, il a été méconnaissable, je trouve, très en retard sur certains ballons, manque de vitesse, et dans la percussion, il agit beaucoup avec les nerfs. Combien de fois il s'est pris plusieurs cartons jaunes, il s'est mis à râler à l'arbitre. Je trouve que certes, dans son attitude d'être, on va dire, Un gagnant, quoi, c'est un gagnant, il a envie il a envie un d'y gagnant, gagner. il a envie toujours d'avoir le ballon, d'être toujours premier dessus, mais je trouve que là, ça lui a plutôt desservi sur cette Ouais, je suis préparation, d'accord. et c'est ce qui me gêne le plus. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est à mon tour du coup de passer à mes tops et flops. Donc, on va dire dans les 2 joueurs que j'ai bien aimés moi pendant cette préparation, je vais pas être super original. Bon, déjà il y a Sanson, Morgan Sanson qui, comment dire, en gros il a continué, il a surfé sur sa bonne saison dernière. C'est un des seuls qui a gardé son niveau. Et après il y a Marley Ake qui, je pense, il aura du temps de jeu cette saison, encore plus que l'année dernière. Villas-Boas, pour l'instant, on l'installe en doublure de Benedetto. Alors, on sait que Villas-Boas aimerait recruter un attaquant.
mais peu importe, il jouera quand même et il aura son rôle à dire cette saison. C'est pas le plus talentueux de nos joueurs de centre de formation, mais c'est un joueur un peu, on va dire, comme André Ayou, qui dire un vrai joueur de Ligue 1 qui va pouvoir toujours dépanner, voire même, comme André, devenir titulaire au club. Mais ça, c'est bien trop tôt pour en parler. Et pour les flops, il y a vraiment deux joueurs. Alors déjà, il y a Dimitri Payet. Franchement, Payet, il a fait du Payet, quoi. C'est-à-dire que il fait rien. Il a rien fait de toute la préparation, que ce soit même, bon, contre le Bayern, il était invisible, et contre les matchs d'avant, contre des clubs allemands et les clubs autrichiens qu'on a affrontés, pareil, on l'a pratiquement pas vu des matchs. Bon, après, voilà, comme ce qu'il a fait contre Nîmes, c'est-à-dire qu'on le voit pas du match et d'un coup, extérieur du pied, passe extraordinaire et but. Voilà. C'est du pur Dimitri Payet. Ouais, c'est vrai. Et après, il y a Pipa Benedetto. Okay. Comment? Je te trouve dur, mais ok, pourquoi pas. Ah, je suis d'accord avec lui quand même. Je trouvais Payet. Et ensuite, il y a Pipa Benedetto, que franchement, j'ai du mal un peu à comprendre ce joueur. C'est-à-dire que on voit que c'est quand même un buteur né. Enfin, on voit que on n'a pas recruté n'importe qui. Mais je sais pas, j'ai du mal à analyser son jeu. Je pense même que ses coéquipiers ont du mal. Je pense que ça va mettre du temps en ce qui est une connexion entre Thauvin, Benedetto et même avec Payet. Même la saison dernière, c'était pas très fluide avec Dimitri Payet. Je suis d'accord ce que tu dis par rapport à Payet. C'est vrai qu'il n'a pas fait une grosse prépa. Maintenant, dire qu'il a fait du Payet, c'est-à-dire qu'il a juste fait un éclat de génie dans son match, je suis pas d'accord. Il est quand même utile dans certaines phases de jeu. Il y a des moments donnés, le bloc équipe ne l'a pas aidé. Par contre, contre le Bayern, je l'ai trouvé décevant parce que si à ma vie, si je dis pas de bêtises, si à ma vie il est laissé tout seul, c'est en partie à cause de Payet. Donc ça, je suis d'accord avec toi. Mais on a besoin d'un mec comme Payet pour avancer, ça c'est sûr et certain. Enfin, tu me fais une transition quand même parfaite, c'est que maintenant qu'on a fait un peu cet état des lieux, on va dire, pour la suite, enfin du bilan de prépa, qu'est-ce qu'on peut attendre pour la suite? Et justement, on vient quand même de faire 2 matchs donc amicaux annulés, donc déjà on n'est plus dans le rythme, parce que le but des matchs amicaux c'est quand même de se mettre dans le rythme. Notre premier match de championnat à cause du Covid, boum, il saute. On a quand même maintenant 5 joueurs qui sont sous l'effet du Covid. Vous vous attendez à quoi? Et notamment, je vais donner la parole à Samuel. Tu t'attends à quoi, soit la semaine prochaine, soit on va dire dans le mois qui vient? Franchement, je m'attends à pas grand-chose et je vais même vous dire la vérité, je serai pas dur avec l'équipe parce que là, on sort d'une préparation déjà tronquée, on n'a même pas fait nos matchs amicaux. Il y en a qui ont été touchés par le Covid, ils vont devoir ils vont devoir arrêter de s'entraîner pendant au moins 2 semaines, je pense, quelque chose comme ça. C'est très compliqué et on pourra pas être difficile avec l'équipe. Enfin, moi personnellement, je pourrais pas être difficile avec l'équipe. Après, évidemment, les joueurs qui seront sur le terrain, ils devront se donner à fond, ils devront tout donner. Mais aujourd'hui, par exemple, Amavi, il a le Covid et il a atteint du Covid. Si on doit jouer contre Brest dans une semaine, ce sera Kawi à sa place. Je pourrais pas taper sur Saïfedine Kawi parce qu'il a fait un mauvais match alors que c'est la première fois qu'il joue à ce poste-là, etc. Après, Je vois ce que tu veux dire. Ouais. voilà. Après, il faut quand même aller chercher les points. Mais là, contre Brest, si le match se joue contre Brest, évidemment, j'aimerais bien qu'on tienne au moins le match nul. Mais on va aller au Parc des Princes. Je ne demanderai pas à l'équipe de gagner le premier Classico depuis 10 ans, alors qu'on joue avec une équipe remaniée, etc. Évidemment, il y a un moment, il faudra que l'équipe soit prête, mais je pourrais pas être difficile. On ne pourra pas être difficile et malheureusement, ça peut bien nous troquer au moins le début de saison, voire toute la saison. Mais moi, je suis même très inquiet en fait par rapport à ça, parce qu'effectivement, ce sera difficile de critiquer. Par contre, ça va être la même chose pour les autres équipes. Elles vont avoir des cas, elles auront des matchs repoussés, annulés, et c'est vrai que c'est pas du tout pratique avec un calendrier qui va déjà pas être facile, hein, parce que le calendrier qui nous attend est loin d'être facile. Moi, quand je vois que là, on va taper Brest et après derrière, on a le Paris Saint-Germain, je me dis, on est tout sauf prêts. Hein. Nous, on est tout sauf prêts. Je sais pas ce que t'en penses, Tom, mais moi, je pense qu'on est tout sauf prêts. Voilà, tu as tout dit, on est tous sauf prêts et malheureusement c'est pas notre faute. C'est à cause de cette épidémie qui retarde notre préparation, qui gâche notre préparation. Au final, c'est comme si on n'avait pratiquement pas fait de préparation. Du coup, ça annule tout parce qu'au final, si je calcule bien, ça va faire, si on joue le match contre Brest, ça va faire 2 à 3 semaines qu'on n'aura plus fait un vrai match de préparation. Et à ce niveau-là, ça pécage, surtout que les Brestois, eux, ils ont fait une préparation pleine. Ils n'ont pas eu, à ma connaissance, peut-être que je me trompe, mais je crois pas qu'ils aient eu des cas de coronavirus. Donc, ils ont tout bien fait parfaitement.
Et franchement, si on arrive à faire un nul, ça sera déjà un bon résultat selon moi. Après, on va au parc. Et là, c'est très aléatoire parce que tant le PSG gagne Bon, la Ligue des Champions, ils font la fête et ils sont moussés avant même, de, même de... mousser, même mousser, ils vont nous mousser justement. Oui, Parce que voilà, mais après, bon, je me dis, on va sur un pas se mentir. malentendu, ça peut passer, tu vois. Ouais. Après, on peut pas. Est-ce qu'on va devoir utiliser l'excuse du Covid tout au long de la saison, ou est-ce qu'au contraire, on va essayer de tirer ça comme une force, parce que on va quand même rejouer la Ligue des Champions. Enfin, cette saison, on a besoin de ne pas être ridicule en Ligue des Champions. On a besoin d'entamer ce championnat de la meilleure des façons aussi pour pouvoir engranger des points. Enfin, Alan, qu'est-ce que tu en penses, toi? J'aimerais que tu me donnes ton avis et vas-y, dis-moi ce que tu attends aussi de cette saison, de ce début de saison surtout. Je pense que vraiment, on peut pas se cacher sur le fait que coronavirus, ça va être très compliqué cette saison sur vraiment cette gestion de l'effectif. Enfin, on le sait que déjà, on a un effectif euh, très court. Et sur avec des champions, vraiment, ça va être compliqué, sachant qu'il y a des grosses équipes qu'on risque de tomber sur, par exemple, encore un Bayern ou peut-être un Barcelone, des trucs comme ça. Et c'est ce qui m'inquiète le plus, c'est de voir un peu comment ces joueurs qui de base ne sont pas titulaires vont devoir assurer le maintien de l'équipe. Après, pour la Ligue des Champions, quand même, on a la chance que ces matchs-là débuteront seulement en octobre. Il me semble que voilà, c'est mi-octobre que la Ligue des Champions reprend. La chance qu'on a, c'est ça, c'est que là, nos joueurs ils sont touchés maintenant. En plus, la plupart des joueurs qui sont touchés, c'est nos joueurs importants. Je pense à Mandanda, je pense à Payet, même à Mavic, hein, qui est devenu un joueur important, tant il est seul à ce moment-là. Euh, ouais, après, voilà, je pense que au niveau de la Ligue des Champions, on a cette chance-là que ce soit plus tard, et donc que nos joueurs seront rétablis, et même peut-être que le virus se sera calmé d'ici là. Et moi, j'espère, sincèrement, j'espère que c'est ce qui va se passer. Malheureusement, j'ai peur que dans le moment où la Ligue des Champions va commencer, c'est-à-dire en octobre, fin octobre, si je dis pas de bêtises, c'est là où on va commencer à arriver dans l'automne, pas loin après, bon, l'hiver c'est bien plus loin, mais au moins l'automne, les virus commencent à arriver, c'est là que les bronchites, les rhinos, etc. débarquent, c'est là que les gens commencent à aller chez le médecin. J'ai peur qu'en fait, il y ait une psychose bien pire qu'actuellement où on est en plein été. Franchement, c'est chaud. Et je vous cache pas, hein, cette saison, je la sens pas. Mais pas du tout. Ouais, Euh, c'est c'est- c'est- particulier, hein. je, Moi, j'aurais préféré au pire qu'il repousse le début du championnat pour tout le monde. Mais là, enfin, comme c'est là actuellement, je la sens pas. Tom, je te laisse réagir par rapport à ça. Mais qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, tu dis que cette saison, tu la sens pas et je vais te sortir une stat non officielle mais réaliste sur l'OM. C'est-à-dire qu'après une bonne saison, on n'a jamais réussi à confirmer la saison qui suit. Ouais, Depuis, je crois, le titre de 2010. c'est ça. Donc, Tapis. on va voir avec Villas-Boas s'il va pouvoir faire changer les choses. Mais c'est vrai qu'on est très instable. Après Bielsa, c'était la catastrophe. Après l'Europa League, la finale d'Europa League, c'était la catastrophe. J'espère qu'après notre qualification en Ligue des Champions, ça sera pas la catastrophe. Mais bon, on- ça va être compliqué quand même. Et le coronavirus n'arrange rien pour l'instant. Et le huis clos encore moins. En fait, c'est un peu le facteur X de la saison qui arrive. C'est-à-dire si le coronavirus se calme et que la situation sanitaire commence à devenir un peu plus supportable, on peut peut-être s'attendre à avoir une saison digne de ce nom. Sinon, on va avoir une saison qui va être complètement compliquée. Enfin, ça va pas être possible. Mais ça va pas être injouable que pour l'Olympique de Marseille. Il faut pas croire, hein. Je pense que d'ailleurs dans tous les championnats européens, les 5 grands championnats, ça va être aussi très compliqué. Et il va falloir décider est-ce qu'on met les joueurs en danger pour aller au bout des championnats et surtout pour avoir des compétitions qui sont aseptisées, hein, avec pas de supporters dans les tribunes, etc., avec des faux chants en arrière-fond. Est-ce que c'est ça qu'on veut pour la saison 2020-2021 ou est-ce qu'au contraire, bon, bah, on va se dire, voilà. Enfin, je sais pas comment l'exprimer, mais moi je pense que là, notre football va prendre une sacrée claque dans l'année qui vient. Samuel, si tu as quelque chose à Ouais. dire, c'est le moment. Je voulais juste dire que voilà, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais juste pour revenir sur ce qu'a dit Tom par rapport une saison sur deux. Mais ce qui est incroyable, c'est que chaque fois qu'on a fait une bonne saison, elle relevait quasiment du miracle. Et c'est pour ça que la saison d'après, elle est très compliquée. Depuis 2010, là, après le titre de JD Deschamps, on a eu Eli Bob qui nous a fait terminer deuxième de Ligue 1 sur une saison miraculeuse où on marquait tous nos buts à la 90e en gagnant 1-0.
Ensuite, on fait une saison catastrophique. Après, il y a la saison Bielsa où on finit, en plus de ça, on finit quatrième alors qu'on a fait une superbe saison. On se qualifie pas en Ligue des Champions. La saison d'après, elle est catastrophique. Et la saison de Garcia, on fait une finale d'Europa League, etc. La saison d'après, elle est catastrophique. Et celle-là, elle est encore une fois, elle relève du miracle, notre deuxième place en vrai, par rapport à l'effectif, etc. À tout ce qu'on a vu. Donc, je pense que cette saison, elle va être encore une fois compliquée par rapport à tout ce qui se passe à l'OM depuis longtemps. Je comprends. Alan, tu as un avis sur la question par rapport à ce que dit Sam? Oui, c'est que par rapport à ce qu'il dit Sam, c'est que en fait, si vous vous rendez bien compte, on n'a pas eu plus de 3 ans d'entraîneur d'affilée depuis 2010. Et franchement, je pense que c'est ça qui manque au club, c'est qu'on trouve un peu une stabilité au niveau de l'entraîneur et au niveau de l'effectif qu'on n'a pas trouvé depuis 2010 en fait, et qui fait qu'on est toujours avec des hauts et des bas entre chaque saison, quoi. Ouais, c'est pas facile, hein. C'est vrai que bon là après c'est quand même exceptionnel, hein, ce qu'on est en train de vivre. D'ailleurs il y a un commentaire de 13 qui dit exact, je suis d'accord. Il fallait faire une saison sur une année complète, comme cela a été proposé au début de la crise par le président de Nice, en s'adaptant sur la Coupe du Monde au Qatar en 2022. Je Bon, vais pas après, dire d'accord ou pas d'accord, c'est pas à moi de décider de ça et c'est pas à nous. C'est vrai que c'était compliqué de prendre certaines décisions à ce niveau-là parce que ça chamboulait tout le fonctionnement du football français, mais pas que européen aussi. Je pense que c'était très 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 compliqué. ouais, c'est ça. Je, Là, je on te laisse part. réagir rapidement, Tom, si tu veux à ça, et après on passe à la suite. Mais moi, je pense que ce qu'il veut dire 13 dans le fond, c'est pas couillon, mais c'est que ça chamboulait vraiment tout le football en fait. Ben, je pense que tout connaisseur en foot est d'accord avec ce que dit 13 et ce qu'a dit en gros le président de Nice, Jean-Pierre River. C'était une proposition qu'il avait faite. Mais le problème, c'est qu'il faut se caler avec tous les championnats européens. Et quand je dis tous les championnats européens, il n'y a pas qu'Espagne, Italie, Angleterre. Il y a tout, le championnat polonais, russe, etc. Et il suffit qu'il y en ait un qui ne soit pas d'accord et ça chamboule tout. Donc ça aurait été très compliqué, mais sur le fond, franchement, c'était une très bonne idée. Comprends. Non, mais c'est très très bien argumenté, oui, tu as raison. Bon, en tout cas, on espère vraiment que cette saison va se passer mieux qu'actuellement on est en train de la décrire. Ça voudrait dire surtout que le Covid a reculé et ça, c'est bon aussi pour les gens. Donc, écoutez, on va espérer ça en tout cas. Par contre, on va quand même fêter une bonne chose et je tiens à préciser justement que encore un commentaire de 13 qui disait que la N2 pouvait être annulée demain. On n'en sait encore rien. En tout cas, il n'y a rien d'officiel. Donc pour l'instant, on va faire comme si la N2 jouait demain. Si je ne dis pas de bêtises, il doit jouer contre hier. C'est ça. Par contre, je n'ai pas eu l'heure. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous a l'heure. On ne l'a pas donné. On ne l'a pas communiqué. Tu la connais, toi, Tom? Non. Non, j'irai regarder tout à l'heure sur le FF si vous voulez. Si quelqu'un dans le chat sait l'heure du match pour demain et si il est officiel ou pas, si on est encore dans l'attente ou pas, dites-le. Nous, normalement, je sais qu'on est censé jouer contre hier le samedi 22 août, c'est-à-dire demain. C'est ça. Voilà, et ça se passe à hier. Donc la N2, c'est à 18h, dit Giulietta sur notre canal. Merci Giulietta. Giulietta ou Giulietta? Giulietta, je ne saurais dire, je suis pas très bon pour les noms, on me fait souvent ce commentaire-là. En tout cas, on va souhaiter, en espérant que ce match soit maintenu, parce que ça serait quand même un bon début. Ça pourrait être même limite une bonne consolation. On va souhaiter aux Marseillais qui vont jouer donc demain, si c'est le cas, forcément de gagner, hein, voilà. Mais je vais quand même laisser la parole à Samuel, voir si il peut nous parler un petit peu de ce match rapidement. Qu'est-ce qu'il attend sur ce match pour demain? En tout cas, voilà. Dans le contexte qui est actuel, on a vraiment envie, mais vraiment, vraiment, que ce match ait lieu demain. C'est sûr. Sam? C'est sûr, on a envie que ce match ait lieu demain parce que ça peut être important pour les joueurs qui vont jouer ce match, mais aussi pour l'équipe professionnelle. Je m'explique. Dans l'effectif de la N2, on a des jeunes joueurs qui viennent de signer professionnels. Je pense à Nassim Ahmed, je pense à Hugo Bertelli, Cheikh Soiré, Richard, pardon, etc., etc. Tous ces joueurs-là, ils vont jouer avec la Nationale 2, ils vont s'aguerrir au niveau senior, et donc ce sera bénéfique pour l'OM, pour l'équipe principale de l'Olympique de Marseille. Donc évidemment, on espère que ce match, mais surtout toute la saison, va pouvoir se dérouler tranquillement et dans de bonnes conditions pour que ces joueurs-là s'aguerrissent. Et donc j'attends pas que le match de demain, j'attends la saison complète et j'attends que ces joueurs
prennent du galon, s'imposent au niveau senior et qui pourront jouer qui pourront intégrer les groupes professionnels au niveau, enfin dans pas longtemps quoi. Tu as tout à fait raison, parce qu'on sait qu'il y a des jeunes qui vont jouer dans cette équipe, donc on a besoin de les voir jouer. Il y a Jus Gouya local, et vous avez des pseudos, les loulous, franchement, vous voulez me mettre mal. Vous Sans êtes pas déconner, facile. je vous le dis, c'est dur. Sera diffusé le match? Non, normalement, Si, normalement, il il y est a sur une chaîne qui est censée le Voilà. diffuser, effectivement. J'aurais voulu te dire que j'avais toutes les informations, je ne les ai pas. C'est chrono. Parce que la personne qui s'occupe de ça chez nous est actuellement malheureusement en plein déménagement, c'est un peu compliqué. On fait au mieux, hein, sincèrement, mais on va se roder pour la saison, sans faute, c'est prévu. Si 13, tu as des infos, je sais que tu en as de temps en temps, n'hésite pas à les mettre pour répondre aux gens, ils sont contents, ça leur fera plaisir, et ce sera sympa de ta part. C'est Je sais que t'as Chronosport, des je infos crois, là-dessus. le nom de la chaîne, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, Chronosport. mais voilà, si on a des liens affilés, faut pas Mm. hésiter, parce que moi personnellement, j'ai pas du tout pris le temps de regarder. Ouais. Parce que j'aurais voulu que Karim puisse me donner plus d'infos là-dessus. Après, pour revenir sur le match de la N de demain, on n'attend pas à ce que ces joueurs gagnent tous les week-ends, hein, évidemment. On l'a déjà répété dans les autres lives. C'est les matchs qui vont jouer contre des équipes qui vont jouer leur montée en national. Je pense, enfin, surtout aux équipes qui ne sont pas des équipes B de grands clubs. Donc, c'est des équipes qui vont avoir la dalle, qui vont vouloir remporter leur match pour atteindre la nationale. Le but principal de la N2 de l'Olympique de Marseille, ce sera de se maintenir. Ce sera d'avoir et d'acquérir ces joueurs au niveau senior. C'est surtout ça. Ah, mais de toute façon, c'est l'objectif de la saison. Maintenant, il ne faudra pas que, par contre, la N2 descende. Donc, ils ont quand même un rôle C'est ça. important. C'est de maintenir, je pense, la N2 à peu près à mi-tableau. Ça serait une bonne chose. Ils vont forcément jouer contre des équipes qui jouent vraiment la montée. Donc, il y a vraiment du challenge. Hein. Là, je suis d'accord avec toi, ce que tu dis, Sam. Et c'est là où on va pouvoir aussi juger nos jeunes, voir s'ils sont capables de résister contre des gens qui ont plus de physique. Parce que derrière, s'ils veulent jouer en Ligue 1, ces jeunes-là, mais il va falloir qu'ils se rôdent. Hein. Et ça, c'est clair et net. Hein, parce que la marche est haute après entre la réserve et la Ligue 1. Hein. C'est pas la C'est même. clair. Donc là, ils ont du boulot. Ils ont du boulot. Bon, en tout cas, ceci dit, on suivra. Suivez notre compte Twitter si vous voulez voir si demain la N2 est officiellement maintenue ou pas. Je vais même faire une petite promo parce que je sais qu'il est très actif et il a beaucoup d'infos sur les jeunes et sur la N2. Donc suivez aussi 13. Ça peut être, vous pourrez peut-être choper l'info chez lui aussi. Voilà, n'hésitez pas si c'est pas déjà le cas. 13-0-13 exactement. 13-0-13 qui est sur le chat, vous le voyez bien. Donc voilà. Là, je vais laisser la parole en premier à Tom. Et je parlerai ensuite par rapport à notre petit coup de gueule. Ça se trouve, j'aurais peut-être même pas besoin d'intervenir, parce que ça se trouve, Tom va dire tout ce qu'il y a à dire. Mais globalement, ce coup de gueule, il concerne la vente OM, mais il concerne surtout tout ce qui s'est passé, que ça soit au niveau des médias. C'est une chose, parce qu'en fait, je sais plus qui a dit ça, je sais plus avec qui j'en ai parlé, où je l'ai lu, je ne sais plus. Mais ça a été un peu le plan de relance des médias pour le clic cet été. Hein. Je pense que certains médias peuvent dire merci à l'Olympique de Marseille grâce à ça. Hein. Ça, c'est une certitude. Mais je pense que là où ça a été le plus grave, parce qu'encore les médias, ils font que leur job, hein, globalement. Si jamais on clique, bon, ben, on va pas leur reprocher de toujours faire le buzz, parce que nous derrière on est quand même supporters, on est aussi des consommateurs, et si on clique, bon ben à l'occurrence voilà, c'est un peu de notre faute. Par contre, il y a eu des gens qui ont profité de ça, qui ont profité de la team OM, et je pense que ça n'a pas été correct, et ils ont aussi profité de pas mal de choses là-dessus, et c'est le coup de gueule est là-dessus. Je vais commencer quand même à donner la parole à Tom. Si d'autres veulent intervenir là-dessus chez nous, il n'y a pas de souci. Si vous avez des commentaires à mettre dans le chat, je les lirai avec grand plaisir. En tout cas, vas-y Tom, je te laisse la parole. Bon, tout d'abord pour compléter ce que tu disais, donc par rapport à ces pseudo journalistes sur Twitter qui est avec un drapeau de l'Arabie Saoudite qui donne toujours soi-disant qui ont des infos. Bon, c'est bien secret pour personne. Je vous le dis pour ceux qui ne le savent pas, ils n'ont strictement zéro info, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Donc tout d'abord. Et ensuite, bon voilà, arrêtez de vous enflammer pour la vente OM. Alors c'est pas impossible qu'un jour le club se revende, hein, ça on n'en sait rien. Et c'est justement là le problème, on n'en sait rien et personne ne sait rien, que ce soit autant les journalistes très bien informés sur le club n'en savent rien, et nous encore moins. Donc arrêtez de vous enflammer, arrêtez de à chaque fois de voir une info, tiens c'est bon, Newcastle ils seront pas rachetés, c'est pour l'OM, ça on n'en sait rien aussi.
Alors c'est pas impossible non plus, mais on n'a aucune info, donc ne nous enflammons pas pour rien. Après, je peux revenir aussi sur la rumeur Ajroudi, parce que c'est un peu ça aussi qui a tout lancé. Enfin, c'est même pas une rumeur, c'est carrément une prise d'otage qu'Ajroudi a fait à l'Olympique de Marseille. Faut pas voir les gens plus beaux qui ne le sont, c'est-à-dire que quand McCourt est arrivé, tout le monde s'est dit ah c'est bon, c'est lui l'homme de la situation, c'est lui qui va refaire naître l'Olympique de Marseille, etc. Au final, on s'est rendu compte que bon, on n'a pas à se plaindre non plus parce qu'on a quand même un propriétaire sérieux, mais c'est pas lui qui va refaire gagner la Ligue des Champions l'OM. Du moins sur ce qu'on a vu pour l'instant, c'est pas ce qui peut me faire dire ça. Donc Ajwoudi qui vend du rêve, oui. Alors moi je rêve de Zidane, moi je rêve de Cristiano Ronaldo, tout ça. Bon, arrêtez de vous enflammer, c'est bon. Soyons sérieux 2 minutes au moins. Il y a eu des propos où certains ont joué sur la crédulité, je sais pas si ça se dit comme ça, ouais, si, c'est ça. des gens, et je trouve ça déjà mesquin, c'est méchant, pour moi, je ne supporte pas ces gens-là. Ça ne se fait pas. Quand on a une info, on la donne correctement. On peut se tromper. D'ailleurs, il y a des journalistes qui se trompent. Et ben, j'ai plus de respect pour ces journalistes qui se trompent en donnant des infos, des fois sur des transferts, etc. Parce qu'ils ont fait des recherches, ils ont recroisé leurs données, etc. Que là, ce qui s'est passé, c'était carrément du mensonge de A à Z. Il y a des gens qui ont fait du buzz, qui ont fait de l'argent sur l'Olympique de Marseille, notamment sur la Team OM, sur des auditeurs, sur Twitch, etc. Il y a des gens qui ont fait de l'argent, qui sont même venus voir des gens comme nous en DM pour savoir comment faire, pour essayer de récolter les gains des pubs, etc. Enfin, mais une honte intégrale. Pour certains, alors je dis pas vous, hein, attention, on a peut-être la chance d'avoir des auditeurs très avertis à ce sujet-là, mais s'il y en a qui ont l'occasion de réécouter ce replay et qui se reconnaissent là-dedans, n'hésitez pas. Faites attention parce que sincèrement, il y a des gens qui ont profité de vous. Il y a des gens qui, de par les pubs, les dons, etc., ont fait en sorte de faire du buzz sur l'Olympique de Marseille et c'est totalement inadmissible. Bien sûr que l'OM sera vendu un jour ou l'autre. Je trouve que le propriétaire actuel a amené une certaine stabilité dans le club qu'on n'avait pas eu depuis un long moment. Je ne dis pas que c'est parfait, loin de là. Le premier qui me fait dire ça, c'est qu'il ne me connaît pas. Je pense juste qu'il faut aussi critiquer quand c'est critiquable. Il y a des choses qui sont critiquables. Il y a de la communication qui a été mauvaise. Jacques-Henri Hérault a fait beaucoup d'erreurs. Pour en citer qu'une, parce que j'ai pas envie de rentrer dans le débat, quand on prolonge Garcia alors que c'est pas chaud patate, c'est une erreur financière aussi. Maintenant, on n'est pas dans les petits papiers, on n'est pas comptable, c'est pas à nous de juger. On peut juger nous en tant que supporters que ça nous a semblé anormal. Maintenant, peut-être que lui, il avait des infos qu'on n'avait pas. Mais bref, le club quand même depuis 3 ans et demi est quand même plutôt stable. Voilà. On parle de la même personne, je pense, pour le truc des pubs et tout. Oui, il n'y a pas que lui, hein, il y en a d'autres. Hein. Il y en a 2 ou 3 qui ont vraiment abusé sur cette session de juin à peu près tout début août, qui ont vraiment fait de l'argent sur le dos des supporters de l'Olympique de Marseille. Autant je leur en veux à eux, autant je pense que nous, en tant que consommateurs et en tant que supporters, on doit aussi être enclin à dire stop. Voilà, ces mecs-là, il faut les bannir, faut aussi défendre l'image de notre club. Ces mecs-là ont été néfastes pour l'image de notre club. Les médias, entre guillemets, mainstream, n'ont pas aidé, mais en même temps, c'est leur beurre. Ils se sont servis de ça pour relancer leur économie journalistique, on va dire, pour l'été, parce que le Covid a vraiment fait beaucoup de mal au milieu du journalisme, je vous le dis. Ça n'a pas été facile. Et franchement, l'OM a été du pain béni pour eux, mais du pain béni. Clairement. Bon, ça, on a l'habitude. On sait que l'OM fait parler, fait cliquer. Ça, c'est pas nouveau. On peut s'y adapter. Par contre, et surtout qu'en plus, là, il y avait quand même une personne publique qui parlait dans les médias, donc forcément, ça n'aidait pas. Par contre, ceux qui ont fait, moi, j'ai des infos d'un tel, la vente, c'est sûr, tel jour, elle est faite, si jamais j'ai menti, etc. Ça, c'est du vent. Ça, c'est du blabla. Et je ne comprends pas que nous, supporters, on ne soit pas contre ces gens-là qui salissent notre club. Parce que l'Olympique de Marseille, c'est pas ça. Nous, on est un média, par exemple, Peuple Olympien, gratuit. Vous allez sur notre site web, il n'y a pas de pub. Éventuellement, si vous avez envie de participer, vous savez comment faire, on vous l'a déjà dit. En plus, on ne fait pas beaucoup de pub là-dessus, etc. Généralement, vous allez sur notre site, ceux qui lisent des articles, voilà, il y a le petit bouton qui clignote. Si vous voulez nous aider, vous le faites. Si vous ne voulez pas, c'est pas grave. Les articles sont toujours gratuits. Ça, c'est être supporter de l'Olympique de Marseille. Moi, au jour d'aujourd'hui, je côtoie à peu près un peu plus d'une vingtaine de rédacteurs qui sont passionnés de l'Olympique de Marseille, qui vraiment, du matin au soir, vivent l'Olympique de Marseille. Ils se lèvent le matin, ils pensent Olympique de Marseille. Ils se couchent le soir, ils pensent Olympique de Marseille. Les gens qui vous ont fait des émissions récentes là, sur la vente de l'Olympique de Marseille, ces gens-là, ils sont là que quand il y a du buzz à faire. Le reste de l'année,
ils sont pas Olympique de Marseille. Hein. Je vous le dis. Hein. Donc ça, le coup de gueule, il est là. Le coup de gueule, il n'est pas sur est-ce qu'il y a une vente, pas vente, etc. On s'en fout. Le club, il sera vendu. C'est sûr et certain. Par contre, sur les profiteurs, ceux-là, on doit être soudés entre nous parce que c'est pas normal qu'il se passe ce qui s'est passé. Je trouve qu'il y a eu même limite un manque de réaction par rapport à ça. Voilà. Je vais laisser la. Tu je vais dis laisser le la. club, tu dis le club sera vendu. Il faut préciser, on ne sait pas. Hein, il sera vendu peut-être dans 30 ans comme demain aussi. Hein, Oui, voilà, oui, ça on ne sait pas. Mais voilà, personne ne sait rien, on ne sait pas. Ça se trouve, Bencourt est déjà en train de procéder à une vente pour l'été prochain. On n'en sait absolument rien. En fait, ici, les gens ne savent rien, mais par contre, ils ont peur de le dire. Nous, quand on ne sait pas, on ne sait pas. Sincèrement, on ne sait pas, on ne sait pas. Ça peut arriver de ne pas savoir, et d'ailleurs, des fois, on fait des erreurs, et ça va arriver. Je vais en assumer une dans pas longtemps, vous allez voir, ça ne va pas durer. Mais voilà, les gens qui ont profité de la crédulité des autres, ça, je ne supporte pas et je veux le dénoncer. Et ce coup de gueule, il sert à ça. Tom était d'accord avec moi. Alan, je vais te laisser le mot de la fin, si ça ne te dérange pas, et après, on va passer à quelque chose d'un peu plus joyeux. Je trouve que ce qui a été déplorable dans toutes ces rumeurs, tout ça, ça a été d'abord, en fait, Monsieur Boudjelal. Simplement, tout ce qu'il a lancé sur RMC Sport en disant ça y est, l'OM est vendu, je suis avec un investisseur du Moyen-Orient. Tout ça dans le but de retourner les supporters contre notre propre direction pour essayer de les avoir dans sa poche. Sauf que ça marche pas comme ça, en fait. On a été racheté en 2016 et depuis, on essaye de créer une stabilité qui n'y a pas eu depuis quelques années. On parle notamment du centre de formation qui a beaucoup porté ses fruits. On parle de certains sponsoring qui sont vraiment géniaux avec Puma, tout ça. Uber Eats qui n'aura pas beaucoup d'argent comme par avant. Et je trouve que voilà, cette technique qu'a eu Boudjelal vis-à-vis du club et vis-à-vis des supporters est vraiment très mauvaise. Très mauvaise. Surtout que après, il y a eu l'histoire qui se désiste de l'opération, qui veut plus parler à Boudjelal, mais que finalement, il reste un peu sur l'OM. Donc voilà, c'est un peu bizarre cette situation, mais c'est ce que je voulais dénoncer aussi, cette technique des futurs acheteurs pour essayer d'avoir les supporters dans leur poche, quoi. Écœurante. Je suis d'accord avec toi, Alan. Franchement, tu as tellement résumé ce que j'ai ressenti ces derniers temps, mais merci. Tom, tu veux finir là-dessus? Ouais, parce que Alan a aussi parlé de Mourad Boudjelal et franchement, moi j'avais beaucoup de respect pour ce monsieur avant cette histoire de vente. Bon, j'en ai toujours aujourd'hui parce que ce qu'il a fait avant, ça reste, mais j'en ai un peu moins. Pourquoi? Parce que en fait, il s'est servi de l'OM déjà pour se remédiatiser, parce qu'on en parlait de moins en moins de lui dans les médias. Il se servait déjà du club de Toulon pour déjà refaire parler de lui dans les médias. Mais bon, Toulon, ça n'a pas la même médiatisation que l'Olympique de Marseille. Donc, dès qu'il a eu cette opportunité de parler de l'Olympique de Marseille, ça a été une aubaine pour lui. Il en a profité, clairement. Mais le problème, c'est que déjà, il s'est totalement raté, que ce soit lui et Monsieur Ajroudi. Donc, quand il critique Ajroudi pour sa communication, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, parce que lui, au niveau communication, il a fait pire, voire pire ou pareil que Ajroudi. Et ensuite, sur la définition du projet, la description du projet, il a été catastrophique. Genre, comment dire, en gros, on n'a rien compris au projet qu'ils allaient faire au club. C'est-à-dire, ils viennent, oui, on va faire un projet méditerranéen. Mais qu'est-ce que ça veut dire, un projet méditerranéen? Qu'est-ce que ça veut dire? On va prendre que des joueurs venant d'Afrique, que des joueurs venant de la Méditerranée, de la Croatie. On est l'Olympique de Marseille, on n'est pas là pour faire la politique, parce que Monsieur Ajroudi aussi parlait de politique en venant à l'Olympique de Marseille. Donc, on est un club de foot, on n'est pas un club politique, bien que la politique aime bien servir de l'OM pour se faire une crédibilité. Donc ça, et pour terminer, aussi Monsieur Boudjelal s'est permis aussi de pratiquement dévoiler le salaire de Jacques-Henri Hérault sur RMC en disant oui, regardez, Jacques-Henri Hérault, si on rachète le club, il aurait bien aimé rester dans notre projet, parce que à l'OM, vous comprenez, il touche un salaire digne d'un footballeur, d'une star du football à l'Olympique de Marseille. Ça, ça nous regarde pas, et ça, il a pas à le dire. Et ça le décrédibilise totalement, tout comme tous les critiques qu'il a fait à Jacques-Henri Hérault bien auparavant. Il a utilisé la haine des supporters qui était déjà bien présente envers Jacques-Henri Hérault pour s'en servir là-dessus. Là où il a niqué le game, pour moi, je suis désolé du terme, il a vraiment niqué le game,
c'est à partir du moment où il a mis tapis dans le game. À partir de ce moment-là, il avait manqué de respect à toute l'institution olympique de Marseille. Il a manqué de respect à l'homme que je respecte peut-être le plus, alors que je le connais même pas. Je le connais juste en tant que personnage public. À partir de là, pour moi, j'avais envie de tirer à boulet rouge. C'était impensable que ça aille aussi loin. On va clôturer là-dessus, parce que d'ailleurs, on va clôturer sur une pensée pour Monsieur Bernard Tapie qui est en train de se remettre et qui combat un truc pas facile, une belle merde encore. Donc on va penser à lui, ce sera beaucoup plus intelligent. Quand tu dis une belle merde, attention, parce qu'on parle pas de Bernard Tapie hein, quand il dit ça. Hein. Il parle de la maladie, ouais, attention. Voilà, je combats un cancer, donc du coup c'est une belle merde dans la vie, on est bien d'accord. Oui. Non, mais tu parlais pas de Bernard Tapie, parce que ça pouvait porter à confusion. Et on est de tout cœur avec lui, on parle souvent, ça nous arrive régulièrement de parler de lui en off, quand on est donc dans les conversations, enfin voilà, on en discute forcément, c'est l'histoire de l'OM, hein, donc on discute de tout. Et on a quand même des pensées pour lui très régulières, et on espère vraiment que ça va s'arranger avec le temps, on le souhaite vraiment. On va passer à quelque chose de beaucoup plus positif, parce que ce soir, on fait gagner donc un maillot. Je vais quand même faire un petit aparté juste avant le... Alors, le tirage a été effectué à 17h, donc on va vous l'annoncer dans pas longtemps. Mais au moment du tirage, je ne connaissais pas l'application, le site web que j'allais utiliser pour ça. Et quand j'ai créé le jeu concours, je n'ai pas demandé dans le tweet qu'il fallait faire des RT, parce qu'à la base, l'objectif de ce concours n'était pas de faire une grosse session de RT. Nous, ce qu'on voulait, c'était déjà récompenser tous nos lecteurs. C'est pour ça que si vous regardez, on avait un tweet épinglé, mais à la base, la pub se faisait beaucoup via notre site web. Quand les gens venaient lire nos articles sur notre site, ils avaient en bannière, que ce soit sur téléphone, tablette ou PC, ils avaient une bannière en haut avec donc le jeu concours et ils avaient un lien pour participer. Donc ils cliquaient dessus et ils arrivaient sur le tweet. Ils avaient juste normalement dans l'intitulé du tweet je crois être follow de Peuple Olympien et à mettre en commentaire, donc simplement en commentaire, le maillot, si vous voulez, domicile ou extérieur. J'avais pas prévu de session de RT massif, c'était pas le but de l'exercice, loin de là, croyez-moi. Le problème, c'est que donc je me suis rendu compte quand j'ai voulu faire le tirage au sort tout à l'heure que en fait Pico, que vous devez peut-être connaître pour certains, demander, c'est obligatoire, ils veulent que la personne ait RT le tweet. C'était trop tard, ça faisait déjà plus de 2 semaines, enfin ça faisait 2 semaines et 19 jours que le truc était, ça faisait longtemps quoi. Et donc c'était foutu, il y a quand même plus de 400 personnes qui ont RT le tweet, donc ils sont comptabilisés, mais il y en a malheureusement quelques-uns qui ne sont pas pris en compte, et ça je m'en excuse, c'est de ma faute, je ne referai pas l'erreur une deuxième fois. Malgré tout, le tirage au sort a eu lieu, et le gagnant est... Si je dis pas de bêtises, c'est Fred 13 04 79. Donc bravo Fred. Dewez. Bravo à toi Frédéric. Bravo à Fred. Et c'est un grand ami de Ball Design en plus. Mais ouais, on a vu ça. Exactement, apparemment tu le follow, je savais pas. Pico, c'est une marque de chips. Non, c'est pas une marque de chips. 13, non. Enfin, ça peut être une marque de chips, mais c'est pas sur ça. Ouais, c'est 13 qui dit ça. Du coup, on va contacter Frédéric forcément en privé. On va lui faire envoyer son maillot directement chez lui. Je ne sais plus s'il avait demandé domicile ou extérieur, mais ça, on va le vérifier donc dans ce qu'il avait demandé, et forcément on lui redemandera comme confirmation en privé. En tout cas, félicitations à lui, c'était notre premier gros jeu concours avec le nouveau site. Donc forcément, on est content. Il y en a d'autres qui vont arriver tout au long de la saison avec divers partenaires. Certains qu'on fera nous-mêmes. Vous aurez une petite surprise prochainement pour le mois de septembre. Voilà, en tout cas, merci d'avoir participé à ceux qui ont participé. J'espère que ça vous a plu. Désolé pour ceux qui n'ont pas été tirés au sort, bien entendu. Et je ferai très attention à l'avenir. Je demanderai forcément qu'il y ait le retweet de la publication pour que vous soyez bien tous comptabilisés à 100%. Voilà, mais en tout cas, merci à vous d'avoir participé à ce jeu concours. Je vais clôturer avec une petite publicité de fin de talk comme d'habitude. Ceux qui veulent nous soutenir, vous allez sur notre site web. Vous verrez, il y a un petit lien pour aller sur Utip. Malheureusement, vous ne pouvez plus regarder de pub pour nous soutenir, mais vous pouvez toujours faire des dons si vous en avez envie. Et prochainement, il y aura une autre façon aussi de nous soutenir si vous en avez envie à partir du mois de septembre. On vous dira ça très vite. En tout cas, nous, notre site web, il est toujours dispo. On a recruté de nouveaux rédacteurs récemment et ils sont chauds patates, croyez-moi. J'espère que vous serez nombreux encore plus à nous suivre sur le site. En tout cas, les chiffres ne cessent de grimper et on en est content. Et franchement, les retours que vous nous en faites généralement sont positifs.
et ça nous fait plaisir, ça motive les gars, sachez-le. Et ouais. Et on espère bien entendu une super saison, hein, Sam, une super saison de l'Olympique de Marseille, malgré le Covid, hein, c'est ce qu'on Bah, peut c'est dire, sûr, en fait. on souhaite une nouvelle qualification en Ligue des Champions. Pourquoi pas un petit exploit dans la même compétition, là, un petit quart de finale, huitième de finale, un petit miracle là, qui nous permettrait de nous qualifier. Mais sinon, voilà, Ça serait génial. ce serait incroyable. On attend surtout voilà, de la combativité, de l'envie et une nouvelle qualif en Ligue des Champions. Ok, et ben en tout cas, je vous remercie à tous. On vous dit à très bientôt. On espère pour un vrai après-match, c'est-à-dire qu'avec un match avant, hein, parce que là, c'est vrai que c'était un après-match sans match, donc très compliqué. Bah, écoutez, on vous dit à très bientôt. Alan et Tom, Samuel, je vous remercie pour ce soir. C'était Salut, cool. c'était super. Merci. Merci à Allez, tous. Allez, au revoir. super les gars. Salut. À bientôt les loulous, la team OM. Tchou, à bientôt, Et allez l'OM. bien sûr.